Bonjour à tous. Donc je m'appelle Sacha Léopold, François Avegère. Euh, donc comme vous le voyez, on s'occupe comme on peut. On travaille sous le nom de syndicat, mais aussi euh, pour la maison d'édition qu'on a cofondée avec Kevin Lartaud qui s'appelle Empire. Et tout récemment, à cette revue Faire, qui est une nouvelle revue sur le graphisme, en tout cas une revue sur le graphisme, et les images qui sort tous les 15 jours. L'idée aujourd'hui, c'est plutôt de vous vendre tous nos produits et que vous repartiez évidemment en achetant un abonnement, un ouvrage de Jonathan Winitsky, mais pour lequel vous devrez attendre plus de 2 mois puisque nous collons l'ensemble des autocollants à la main. Mais on va revenir là-dessus d'ailleurs un peu plus tard. Euh, L'aventure d'Empire a commencé par une espèce d'accident le jour où on a redécouvert un objet que nous avait offert Pierre Bernard, dont on a été les assistants il y a quelques années. Qui un jour, faisant du tri dans son étagère, nous avait offert la norme originale sous forme d'un classeur du graphisme de la NASA, dessiné par Richard Dane et Bruce Blackburn. C'est un objet assez simple qui a traîné dans ma bibliothèque personnelle pendant des années, jusqu'à ce qu'un jour, il se retrouve à l'atelier, on le regarde, et puis on décide de le vendre, puisque ça pourrait nous ramener un peu d'argent, on en avait besoin, toujours aujourd'hui. Mais un ami plus qu'intelligent, Quentin Schmerber, nous a proposé, plutôt que de le vendre, de le partager, de le rééditer. À l'époque, on avait comme stagiaire Kevin Lartaud, avec qui on a travaillé sur l'objet. On a mis en place une forme de financement participatif. Au moment où on finalisait un petit peu les choses, on s'est rendu compte que les Américains faisaient exactement le même projet, mais en demandant 150 000 dollars et en finissant avec un Kickstarter à 900 000 dollars, je crois. Pour éditer un livre, ça nous paraissait beaucoup. Du coup, on a demandé seulement 8 000 dollars pour en faire une version. 8 000 euros, pardon. 9 000 dollars pour en faire un objet qui puisse plutôt circuler, puisque c'était vraiment l'envie de cette réédition, c'était plutôt que de le garder dans une étagère. Partageons-le avec les gens pour un prix seulement de 20 euros. Aussi pour revenir un peu sur le contenu de la norme, ce qui nous intéressait particulièrement dans cette norme, c'était finalement tout le discours de Bruce Blackburn et Richard Dane qui était assez simple, pas tellement métaphorique et qui allait directement aux choses les plus importantes. Par exemple, sur une affiche, il nous expliquait que pour qu'elle soit réussie, il fallait simplement faire appel au meilleur photographe ou au meilleur illustrateur et que si l'image était sur fond noir, mettre le logo NASA blanc en bas à droite et que ça allait être une affiche qui fonctionnait. Et donc c'est aussi pour ça qu'on a traduit la norme en français, parce que ça me semblait important, notamment pour les étudiants. Ça me semblait être un bon objet d'étude. La réédition est épuisée, mais on prévoit d'en refaire une deuxième à la rentrée 2018. Le second projet de la maison d'édition Empire a consisté en une collaboration avec un artiste israélo-polonais appelé Jonathan Winitsky, sur lequel on a travaillé pendant 2 ans, avec lequel on a travaillé pendant 2 ans à l'élaboration d'un ouvrage qui considère et réactive les situations d'ateliers d'artistes. Jonathan était venu nous voir en nous disant « Je veux inviter des gens à travailler avec moi et avec nous, à réactiver ce lieu de production, ce lieu de savoir qu'est l'atelier. » Initialement, il avait pensé à nous uniquement pour être les graphistes et pas tellement la maison d'édition. Mais par défaut, ne trouvant pas d'éditeur, on s'est retrouvé à l'éditer. Quelle idée! On s'intéresse donc dans cet ouvrage à regarder les ateliers de 13 artistes emblématiques du XXe siècle. Quand on dit emblématique, c'est totalement arbitraire, c'est seulement 13 artistes qui ont animé Jonathan durant ses études et dans sa pratique actuelle. Et dans cet ouvrage, autour de ces 13 situations d'atelier, 48 auteurs internationaux, que ce soit des critiques, des historiens, des artistes plasticiens, des artistes qui proposent plutôt des performances, collaborent ou organisent des workshops, des réalisations de vue 3D. On voyait en tout premier... on voyait en tout premier une 3D du studio d'Absalon dessinée par Le Corbusier.
Après, des visites de studio aussi, par exemple ici pour Yakov Agam, des photos de pièces de Raphaël Zarka en vis-à-vis, en mise en contexte des pièces de Calder et de Yakov Agam, ici situées à La Défense. Véronique Marié doit pouvoir les croiser assez souvent. Ici, un projet assez étonnant qu'on a rejoué à Saché, à quelques kilomètres de Tours, qui était l'atelier de Calder, où pendant une journée, on s'est aventuré à rejouer des photos emblématiques prises de Calder dans ses moments d'intimité, mais aussi dans ses moments de travail. Donc Jonathan avait proposé une sélection d'images qui ont été refotographiées par Aurélien Maul, rejouées par Sam, cet acteur, mais dans laquelle apparaissent à chaque fois des pièces de l'artiste, des pièces d'autres artistes. Il y a une production de Ryan Gander qui était fabriquée spécialement pour être photographiée en situation. Donc c'est une rencontre de différents matériaux, différentes personnes et différents objets. Et aussi, Jonathan, quand il est venu nous voir la première fois, il nous a amené pas mal d'albums Suchard qui, en fait, dans les années 60, j'arrive pas à bien le situer, ça, je crois que ça a duré plusieurs années, mais en gros, dès qu'on achetait une plaquette de chocolat, on avait un stickers, et enfin un autocollant qui était offert avec, et qui permettait de compléter un album qui pouvait être sur le fond marin, sur les animaux dans la savane. Sur les métiers aussi. Sur les métiers. Et donc l'idée de Jonathan, c'était de faire un peu un gros album, mais plutôt que ce soit sur les fonds marins, ce serait sur les ateliers d'artistes. Et donc cette sélection de tous les artistes, enfin de 13 artistes. Ce qui amène à la forme où une grande partie de l'iconographie, en l'occurrence 291 images, sont produites sous forme d'autocollants qui eux-mêmes sont collés à la main dans l'ouvrage. En fait, toutes les images en couleur sont des autocollants. Il y en a 291 en tout, quand on compte celle de la couverture aussi. Et ce qui nous amène du coup à des ateliers qu'on mène. Donc ça, c'est le premier atelier qu'on a mené à la bibliothèque Kandinsky. Parce qu'en fait, l'ouvrage a été édité à 500 exemplaires, numérotés. Et donc, ça fait 500 exemplaires fois 291 stickers. Donc, ça fait énormément de stickers à coller. Et donc, habituellement, la bibliothèque, en fait, cet ouvrage a été aidé on a reçu l'aide à l'édition du CNAP. Et habituellement, les ouvrages aidés par le CNAP peuvent bénéficier d'un lancement à la bibliothèque Kandinsky. Et plutôt que d'en faire un simple lancement, on a voulu continuer à se servir de ce lieu pour en faire un lieu de production. Et que ce soit pas un lieu où les choses soient lues et terminées, mais que ce soit encore un lieu d'action. Pour resituer, la bibliothèque Kandinsky appartient à Pompidou, mais une bibliothèque essentiellement réservée aux chercheurs qui souhaitent se documenter sur des fonds reçus ou acquis autour d'artistes, mais qui sont majoritairement pas des œuvres, mais des documents qui accompagnent le travail. Donc l'idée nous paraissait intéressante, plutôt que d'utiliser le lieu pour célébrer, on a utilisé le lieu de ressources pour activer cet objet. Merci François pour avoir intégré cette photo de moi. Ça, c'était le début, il y avait un peu plus de monde. Pardon, non, je t'en prie. Là, on va passer plutôt à la troisième, au troisième projet de la revue, de la maison d'édition, qui est la revue Faire, en fait, qui a commencé en 2015 ou 14. Avec un workshop qu'on a réalisé avec Aurélien Maul et Étienne Harvy aux Beaux-Arts de Nancy, où en fait on est arrivé avec cette affiche de l'atelier de création graphique, et l'idée c'était pendant ces 4 jours de la décortiquer et d'en faire une vidéo. Donc là on n'a pas le son, mais il y a du son c'est une vidéo qui a été faite en 4 jours, donc c'est assez compliqué d'avoir un son hyper bien mis, donc c'est pour ça qu'on ne préfère pas
pas le montrer. Et L'idée était de pouvoir rendre un document qui allait analyser, décortiquer cette affiche, affiche qui nous paraissait importante puisqu'elle mettait en relation différents objets, différents types de production photographique, typographique, graphique autour d'une commande dont tout pouvait être regardé sous le champ de l'histoire, sous le champ de la technique. Et l'idée était de rentrer petit à petit dans la pratique de certains photographes, de Bettina Reims à Martine Parr, dans la pratique de la typographie, dans l'histoire de l'atelier de création graphique, de son intérêt à l'engagement. des parents de Pierre Bernard. Des beaux-parents de Pierre Bernard, pardon. Des beaux-parents de Pierre Bernard. Et de l'identité plus générale du secours populaire. Ce moment toujours un peu frustrant de workshop où évidemment on n'est pas réalisateur, on est très mauvais technicien en termes de vidéo, nous a donné envie d'essayer de continuer à produire ce genre de documents. On était très enthousiaste quand on regarde toujours la série sur Arte qui s'appelle Architecture, ou Palette, ou j'oublie le nom de l'émission d'Hector Obalk. On se disait pourquoi pas faire des vidéos sur des objets imprimés. Pourquoi pas faire ça, et en même temps c'est quelque chose dont on n'a ni la connaissance, ni la logistique, ni l'économie, ni les moyens de diffusion pour aujourd'hui rendre un projet viable autour du graphisme. Tout ça s'est croisé. Ouais. Bon, ça, on voulait en parler un petit peu, mais on est déjà un peu en retard, donc on va le passer rapidement. C'est En retard ? Ça va. Oui. Bon, bah on va en parler un petit peu alors. Suite à cet atelier, on a tous les deux. Avant ça, Sacha était enseignant aux Beaux-Arts de Besançon, et donc il a choisi d'arrêter. Et ensuite, on a enseigné tous les deux pendant 2 fois 6 mois aux Beaux-Arts d'Amiens. Et donc, dans une formule un peu particulière, on ne voulait pas être enseignant, on voulait plutôt faire un workshop. Et du coup, cet enseignement a consisté en un workshop de 6 mois où on venait un jour par semaine avec une classe et qui avait pour but de faire une exposition sur le sujet de Grappus, mais sans aucun original de Grappus, uniquement à partir de points de vue et de réinterprétation des étudiants sur le travail et la connaissance de Grappus. Donc ça, c'est la vue de l'exposition. Aussi, on aimait bien, enfin, dans un sens, ça nous amusait un peu de ramener la figure de Grappus dans cette école qui est très centrée sur la typographie et du coup, et dont les étudiants avaient une culture même pas de surface, c'est-à-dire qu'on parlait de Grappus, évidemment le nom est iconique et connu et se retient plutôt bien, mais n'avait le premier objet de notre intervention était une interrogation de 3 heures dans laquelle il devait dessiner et écrire tout ce qu'il savait sur Grappus. Et on passait d'images, de certaines images un petit peu iconiques pour les étudiants très cultivés, à des images qui n'appartenaient pas du tout à Grappus et qui créaient une histoire assez étonnante. L'intérêt qu'on liait à ça était aussi de pouvoir, avec les étudiants, rencontrer des personnes lors d'échanges, lors d'entretiens, lors de rencontres physiques ou non, et de s'intéresser vraiment à regarder image par image, que ce soit en termes de technique, en termes de diffusion, en termes de sémantique contemporaine, puisque qu'est-ce que signifie l'engagement de Grappus aujourd'hui ? Des choses bien différentes et parfois érodées, parfois bien trop d'actualité. C'était en tout cas cette espèce d'énergie et cette idée d'échange. On s'est arrêté au bout de la 2e année à Amiens, puisqu'on se disait qu'on commençait à devenir enseignant, et être enseignant, je crois, en tout cas aujourd'hui, dans les conditions françaises actuelles, ne nous intéresse pas, puisque ça devient un terme assez frustrant. Frustrant en termes d'économie, frustrant en termes d'énergie, frustrant aussi en termes de temps. On s'est dit comment est-ce qu'on va occuper notre temps en essayant de
d'amener les mêmes choses, c'est-à-dire de regarder des sujets qui nous intéressent ou qu'on partage avec d'autres personnes, en rencontrant des personnes et en essayant d'activer des choses qui évidemment ne nous rapporteront aucun argent et dans lesquelles on passera encore plus de temps. Donc on est revenu à ce projet de revue qu'on avait, qui était initialement un projet de revue vidéo, mais qui a fini par être une revue imprimée, parce enfin, c'était la seule économie qu'on connaissait et qui nous semblait à peu près viable. Je dis bien à peu près. Mais et donc, on en est arrivé à une formule d'un numéro tous les 15 jours d'octobre à mai, où on invite pour chaque numéro un auteur unique à écrire sur un sujet unique, enfin un auteur unique et parfois pas si unique que ça, mais donc un auteur à écrire sur un sujet unique mais tentaculaire. Dans le sens où c'est un objet qu'on peut regarder par rapport à son histoire, sa propre histoire, mais aussi d'autres pratiques contemporaines ou des pratiques parallèles. L'idée, c'est de partir d'un point de départ et de développer de différents regards en fonction des intérêts de l'auteur, en fonction de la manière dont ces entretiens sont réalisés. Ce qui nous intéressait aussi, c'est qu'il y ait un réel échange et que la revue ne soit pas une revue analytique ou critique à distance, mais bien le fruit d'une discussion partagée avec différentes méthodes, hormis pour les auteurs décédés, évidemment. Pourquoi tous les 15 jours? Pour différentes raisons. On était assez frustrés de la production, disons, européenne, analytique et critique sur le design graphique. En France, n'en parlons pas. Et surtout, les revues intéressantes sortent avec leur temps, leur énergie et leur économie de manière assez distendue, parfois tous les 2 ans, parfois tous les 3 ans, quand les gens ont le temps, quand les gens ont l'économie. On s'est dit, on n'a aucun des deux, donc faisons-le, et faisons-le tous les 15 jours. Tous les 15 jours, ce qui nous intéresse aussi, c'est de pouvoir écrire aux gens qui s'abonnent tous les 15 jours et de mettre nous-mêmes ces petits objets qui sont très, très fins, qui se constituent d'une carte en couverture et de 16 pages intérieures, mais très dense en termes de contenu. Et tous les 15 jours, on les met dans leurs petites enveloppes, et tous les 15 jours, on les emmène avec François à la poste, et tous les 15 jours, on essaye d'expliquer aux postiers que finalement, on aura très bientôt le tarif presse, et puis de temps en temps, le ministère nous explique que, étant donné qu'on n'a pas de ligne éditoriale précise qu'on peut réactiver à chaque numéro, nous ne faisons pas partie de la presse. Donc très bien, au moins on est sûr de dépenser beaucoup d'argent à la poste. On voit ici... Pardon. Non, ok. Donc ça, c'est par exemple le second numéro. On va pas revenir sur le premier numéro parce que vous avez peut-être déjà entendu beaucoup parler de Sophie et Philippe Mignot tout à l'heure. Et donc là, c'est le second numéro qui a été écrit par Manon Bruet, qui est également, enfin, qui est graphiste chez Spassky Fischer, qui s'est intéressé au studio Maximage et plus particulièrement à la plateforme en ligne Color Library, qui permet de faire qui permet de vendre plutôt et de distribuer des profils colorimétriques. Et donc, pour revenir un peu sur la revue elle-même, on est sur une base de 20 pages, mais qui à chaque fois est adaptée. Par exemple, ici, c'est un 14 pages, mais avec un poster central qui est réalisé avec une photographie de Julia Andréonet, qui est photographe chez les Spassky Fischer, et de l'autre côté des scans des ouvrages de Maximage. Et donc ce poster est imprimé avec les profils colorimétriques de Maximage. Et ce qui nous intéressait, c'est pour les abonnés, c'est de proposer ce même poster, mais imprimé en CMJN, et ce qui permettait de finalement voir un peu les différences de teintes entre une impression trichromique RVB et une autre CMJN. Pour l'anecdote, quand on a envoyé ce poster et quand on attendait le poster sur magenta jaune noir, on se disait bon, on attend le petit frère un peu pas très sexy qui va arriver. On a mis les posters côte à côte et on se rend compte que finalement ni l'un ni l'autre sont des solutions et que chaque image a ses particularités. Parfois la trichromie ramène beaucoup de détails dans certaines zones, parfois pas du tout, et que finalement c'est un réel travail technique de préparation des images en fonction de leur technique d'impression. Et que, évidemment,
acheter des profils ne résout pas tout. C'est comme avoir un très bon ordinateur ou une Ferrari. Si on peine à la conduire, c'est toujours compliqué. Le troisième numéro qui s'intéresse à la première monographie des graphistes hollandais Armand Mevis et Linda Vanderson, écrit par Étienne Hervy. Cette monographie s'appelait Recollected Work, qui présentait l'ensemble, un inventaire, disons, exhaustif du travail de ces deux graphistes, mais photographié à plat, avec toujours des rencontres accidentelles ou composées et volontaires de différents formats, de différents sujets, que ce soit des ouvrages, des affiches, des projets en volume, accompagnés de très peu de textes, et qui, pour nous, aujourd'hui, nous semblait intéressante, puisque finalement, elle a donné lieu à pas mal d'héritiers ou d'ouvrages qui ont assemblé aussi des choses, qui nous ont parlé d'échelle, qui ont évité de remettre à l'échelle des ouvrages. Qui ont fait des collages de leur propre travail dans un autre ouvrage. Et ce qui nous semblait surtout assez intéressant dans cette monographie-là, c'est qu'elle avait été très critiquée à sa sortie, parce que certaines personnes trouvaient qu'elle était complètement illisible et qu'on ne pouvait pas comprendre le travail de Mevis et Vanderson en ayant cet ouvrage, ni le voir. Et donc c'est ce que Étienne Hervy s'est intéressé à détricoter, notamment à partir de ces citations-là. Le numéro 4 qui sortira mercredi prochain, puisque le précédent numéro est sorti il y a 10 jours. Donc mercredi prochain, nous passerons notre journée après la maison d'arrêt, aller à la poste, porter les exemplaires pour les abonnés. Ce numéro, on vous le dévoile un petit peu en avance, s'intéressera à cet artiste surinamien qui vivait en Hollande, qui s'appelait Stanley Brown, qui est décédé l'année dernière, qui est un artiste qui s'intéressait à pas mal de types de production, mais notamment ceux de la performance, ceux de la mesure et ceux de la circulation. On a invité pour écrire sur cette personne Céline Chazelviel, qui est une personne qui est chargée des éditions à la Villa Arson, donc le centre d'art situé à Nice, qui a donc une pratique et une culture autour de l'art contemporain, mais aussi autour de l'édition. Pour revenir à Stanley Brown, en fait, notre première rencontre avec lui, elle n'a jamais été physique, malheureusement, mais on avait participé à la première université d'été de la bibliothèque Kandinsky. On devait s'occuper avec l'artiste Sarkis d'une frise sur un mur pour l'exposition des 25 ans des Magiciens de la Terre. Et en fait, la particularité de Stanley Brown, c'est qu'il refuse toute reproduction de son travail, qu'elle soit écrite ou photographique. Et nous, on a dû se poser la question de comment reproduire, ou en tout cas parler de Stanley Brown sur ce mur, parce qu'en fait, le mur qu'on faisait avec Sarkis était un mur qui montrait les photographies ou les vues d'exposition des magiciens, enfin de la première exposition des Magiciens de la Terre. Et en fait, en feuilletant l'ouvrage initial, enfin le catalogue initial, on est tombé sur la double page de Stanley Brown qui était complètement vierge, à une exception près, son nom et son prénom tout en bas de casse, en Helvetica. Et là, il y avait une petite différence par rapport à d'habitude, bold. Et donc, ça marquait une vraie différence et une vraie respiration entre toutes les pages qui étaient, elles, très denses. Et donc, à partir de ce moment-là, on s'est vraiment intéressé à son travail. Et on a été à la bibliothèque Kandinsky consulter ses archives et notamment tous ses cartons d'invitation. Qui, ici, on regarde plutôt le contre-exemple, mais qui s'intéresse à évacuer toute iconographie, mais en plus de ça, à essayer au fil du temps de proposer une forme qui va de plus en plus se préciser et faire fi de toutes les identités graphiques des lieux dans lesquels l'artiste était invité. Faire fi ou non d'ailleurs, c'est ça qui est assez intéressant, c'est-à-dire que sur une même période, par exemple, on a, enfin pas tout à fait une même période, à 10 ans de différence, on a un carton d'invitation pour l'IAC,
exposition qu'il n'a jamais réalisée finalement, et où il reprend de façon assez dogmatique, enfin où le lieu reprend de façon assez dogmatique, pardon, ses prérogatives qui sont Helvetica, bas de casse, tout en noir. Et par exemple ici en haut, on aperçoit le carton de la Villa Arson, qui reprend malgré tout l'identité de la Villa Arson, mais comme Stanley Brown refuse toute reproduction de son travail, finalement sur la face dédiée à l'image, il y a uniquement écrit son nom, Stanley Brown. Donc, pour revenir à la revue, ce qui nous intéressera ici, ce sera la manière dont un artiste crée, ou en tout cas s'empare d'une forme de communication et des formes de communication pour proposer faussement par défaut des invitations et des moyens de communication, en s'appuyant, en étant toujours en lutte avec ces questions de transmission et de circulation des images et des formes. Ce qui nous intéressait aussi pour ce cas particulièrement, c'était finalement, il voulait être le plus en retrait possible, mais en fait, on se rend compte qu'au fur et à mesure, tous ces cartons d'invitation font quand même assez partie de son travail et de sa pratique.